Vous êtes à la station aquicole de Pointe-au-Père. Dans le fond, c'est une station de recherche qui appartient à l'ISMER-Lucar. On a une première salle ici avec l'élevage larvaire d'ormes de fontaine. C'est vraiment nos petits bébés qui sont nés cet hiver. C'est des chercheurs qui viennent s'installer ici pour faire certains projets qu'ils ne pourraient pas faire au niveau en pleine nature ou sur un bateau. Donc, on leur offre des salles avec une possibilité de pouvoir s'installer des bassins avec des montages spécifiques pour leur projet de recherche. Ce qu'on fait d'habitude, c'est que les chercheurs ont à leur disposition un laboratoire, une pièce comme celle-ci. Eux autres, ils vont s'équiper avec le matériel qu'ils ont besoin. Et moi, je suis ici pour les aider, soit les conseiller, mais aussi pour, comme cette semaine, là, moi, je m'occupe de nourrir les petits. Donc, je participe aussi au projet de recherche, mais surtout à la régie là, des poissons actuellement. C'est une station de recherche qui est unique au Canada. C'est une station de recherche en milieu estuarien qui nous permet de réaliser des travaux sur les changements climatiques. L'objectif, c'est d'être capable de pomper du sédiment de notre Saint-Laurent, étudier les conditions environnementales à toutes les échelles de temps, toute l'année. On voit des herlines meilleures qui contiennent du phytoplancton. Ce phytoplancton-là, ici, va servir pour l'alimentation des moules, des huîtres, des pétanques, selon. Ça fait que, dépendamment de chaque espèce, chaque espèce a un petit peu leur force et leur faiblesse. Donc, pour certaines productions de mollusques, on va combiner différents phytoplanctons, faire un genre de petit cocktail pour optimiser leur alimentation. La mission de l'ISMER, de façon générale, c'est de former des étudiants, donc des étudiants qui sont engagés, passionnés, qui travaillent sur des enjeux vraiment planétaires quand on pense au changement climatique, l'acidification des océans, l'hypoxie, les pêches, l'aquaculture. Donc ça, c'est le premier volet, formation, mais grâce à nos étudiants, on fait de la recherche. Donc, on travaille beaucoup, on fait de la recherche. Donc, l'idée, c'est de réussir à trouver des solutions face au changement climatique, trouver des solutions pour nos partenaires avec qui on travaille aussi. On s'intéresse vraiment dans un contexte comment on peut agir pour mieux développer l'exploitation d'une façon durable de nos ressources marines. Ouais. On a plein de travaux, donc on a vraiment toute la chaîne. Il faut comprendre nos écosystèmes. Donc, comprendre les écosystèmes, c'est important ensuite pour protéger la ressource qui est d'importance économique, pour la gérer aussi. Donc, à la station comme à l'ISMER, on a des travaux vraiment qui nous permettent de comprendre les écosystèmes, de les protéger. Donc, vraiment la vision là, de utilisation durable des ressources. Ensuite, on a des travaux très appliqués en biotechnologie marine. Donc, comment les algues, comment certaines molécules issues des algues peuvent contribuer au niveau, par exemple, pharmaceutique. On a des projets avec l'industrie, par exemple, comprendre le bruit sous-marin. Donc, c'est quoi l'impact du bruit sous-marin, aussi bien sur les invertébrés que sur les mammifères marins? On va aller dans le laboratoire qu'on appelle l'Arvosonic. C'est un laboratoire qu'on a construit pour travailler sur les impacts du son anthropique sur les organismes marins. En fait, on a des bassins où on peut mettre des organismes à l'intérieur pour mesurer leur impact sur le son qu'on émet. Donc, on a un système de bassin avec un émetteur dans le fond. Et autour des bassins, on a mis des panneaux acoustiques pour éviter l'effet de réverbération sur les parois des bassins. On l'appelle le Larvosonic parce qu'on est vraiment sur des petits volumes, puis c'est spécialisé surtout pour étudier les premiers stades de développement des organismes, donc surtout les larves et les jeunes juvéniles. On a observé depuis à peu près une trentaine d'années que le bruit anthropique, qu'on appelle causé par l'humain dans le milieu marin, a augmenté à peu près de 32 fois en une trentaine, quarantaine d'années. C'est quand même assez important, puisqu'on peut voir sur les animaux
On a des changements de comportement, même sur des bivalves, comme des huîtres, des moules, sur des homards aussi, on voit qu'il y a des changements de comportement. Ça perturbe leur environnement naturel. Les mammifères, eux, ils ont vraiment un organe sensoriel qui sont un peu similaires à la nôtre. Ça fait que c'est sûr qu'ils vont être très sensibles au bruit. Donc, quand on parle d'exploitation, de construction éolienne, ici, c'est surtout du battage de pieux qui est utilisé. Donc, c'est un bruit qui est à très, très, très basse fréquence, mais qui est quand même très, très intense, là, à très fort décibels. Donc, les animaux, comme les mammifères marins, vont avoir tendance à fuir cet environnement-là. Le transport maritime, ça fait un bruit quand même assez important. Et c'est sûr que la transmission du son dans l'eau est beaucoup plus importante que dans l'air. Donc, ça multiplie ces impacts-là qu'on peut observer. Des bassins pour mesurer l'impact du bruit, on en a 4 qui sont indépendants l'un de l'autre. Ça fait qu'on peut émettre différents bruits ou le même bruit à différentes intensités, avoir des contrôles, avoir différentes conditions. Et on a un système d'émission du bruit pour vraiment bien simuler le bruit qu'on observe en mer. Ce qu'on fait, c'est qu'on met des hydrophones en mer, puis on enregistre le bruit lors des passages de bateaux ou lorsqu'il y a du battage de pieux ou du forage. Puis on réémet exactement le même bruit qui est mesuré en mer avec les intensités qu'on peut retrouver en mer. Il y a des vraies questions qui se posent. Alors, je vais prendre l'exemple de ce qui se passe en France. On a des questions, des enjeux qui viennent des pêcheurs, puisque quand vous augmentez ces bruits sous-marins, bien, les pêcheurs peuvent se poser des questions en disant est-ce qu'on ne va pas avoir un impact sur ma ressource ? Ça peut être aussi des aquaculteurs qui vont aussi être intéressés pour ça. Et donc, on répond à ces questions-là, qui sont des enjeux sociétaux. Et pour répondre à ces questions, il faut essayer de définir des seuils. Et ces seuils sont bien connus sur les mammifères marins. On sait qu'à partir d'un certain niveau sonore, eh bien, un dauphin va avoir des problèmes d'audition, et puis à un moment, on peut le tuer. Eh bien, on n'a aucune idée de ces seuils d'effet sur les invertébrés. Donc là, avec des outils comme le larvosonique, on est capable d'aller essayer de chercher ces seuils, savoir à quel stade ça joue. Est-ce que ça joue sur un adulte ? Est-ce que ça joue sur des stades qui sont beaucoup plus sensibles, comme des petites larves ? Et de voir vraiment, de faire une intégration de tout ça pour estimer les effets sur le milieu marin et mettre en place des normes qui permettent un peu de protéger notre milieu marin par rapport à ces nouvelles sources de stress. Alors ici, on est où? Ici, on est dans notre salle de bassin principale où là, on a vraiment une eau qui est en continu pour alimenter les animaux qu'on maintient. Ici, ce qu'on voit, c'est des moules qui proviennent des sites d'élevage. C'est ce qu'on appelle nos géniteurs. On les conditionne, donc on les nourrit avec des microalgues et avec des bonnes températures pour qu'ils puissent investir dans des gonades pour faire de la reproduction un peu plus tard dans la saison, au printemps. Au printemps, on fait pondre ces animaux-là et ça nous permet d'avoir les larves pour faire les différentes expériences, dont celles qu'on fait dans le larvosonique. C'est important à continuer parce qu'on est vraiment dans ces enjeux-là à l'échelle mondiale. On voit bien avec cette diversification des sources de production d'énergie, les énergies marines renouvelables, eh bien, ça génère du bruit, donc il faut quantifier ça. Et ce n'est pas uniquement en France, ça peut être aussi ici. Il y a le trafic maritime, qui est quelque chose qu'on doit gérer. De la fréquentation aussi avec des bateaux de plaisance. Donc tout ça, c'est important. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est des professeurs. Et en tant que professeur, on encadre des étudiants. Et notre objectif, c'est de former ce qu'on appelle ici des PHQ, des personnels hautement qualifiés. Donc, le fait qu'on puisse avoir des étudiants français qui viennent étudier ici, qui viennent acquérir des compétences et revenir en France avec ces compétences, ça va améliorer notre système français en recherche et en compétences, justement, à estimer ces impacts. Et inversement, eh bien, il y a des Québécois qui viennent trouver ces compétences chez nous. Actuellement, on a des étudiants québécois qui viennent travailler sur du traitement de signal et qui vont revenir ici avec ces compétences. Et donc, on a un niveau global qui va monter.
On parle aussi beaucoup de perte de biodiversité par ces changements climatiques-là. Puis on se rend compte que c'est vraiment important de maintenir la biodiversité pour la santé de la planète, mais la santé des humains aussi qui vivent sur cette planète-là. Donc, travailler à essayer de mieux comprendre cette diversité-là, puisqu'on comprend bien la diversité terrestre, mais la diversité marine, on a encore beaucoup de grands manques sur cette compréhension biologique. Il y a tellement de grande diversité d'animaux avec des cycles de vie qui sont tellement différents l'un de l'autre. Essayer de les comprendre, c'est vraiment important pour essayer de les préserver puis essayer de maintenir la biodiversité. Avant, on étudiait la physiologie des animaux, mais dans des conditions de laboratoire qui n'avaient pas nécessairement rapport avec les conditions du milieu. Donc, ce qu'on appelle l'écophysiologie, c'est vraiment travailler dans les conditions qu'on rencontre dans le milieu pour que ce qu'on mesure soit vraiment indicateur de ce qui se passe dans le milieu naturel. Donc, pour l'écophysiologie, vraiment, on va chercher où on produit nos animaux ici, on les élève ici. Et donc, on peut contrôler l'ensemble des conditions dans lesquelles on les élève. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que là, on a un cadre de référence qui est solide pour savoir c'est quoi le passé de notre animal quand on l'étudie à un moment donné de sa croissance. Là, nous rentrons dans la salle des bassins. Une des parties, on peut aller dans l'autre, mais c'est l'élevage de poissons. On a vu tantôt les petits bébés alevins, donc de fontaine. Là, on va rentrer dans une salle où on a les reproducteurs, les géniteurs, dans le fond, qui servent pour la relève, pour avoir de futurs bébés, mais aussi qui vont servir pour des projets de recherche, selon les subventions qui sont acceptées. Oui. Dans une des salles des bassins qui contient de l'onde de fontaine. Donc, ce qu'on a vu tantôt, les petits alevins, bien, dans cette salle-ci, on a les géniteurs, les reproducteurs qui ont servi pour les petits. Et c'est aussi les poissons qui vont servir éventuellement pour des projets de recherche. Qu'on s'intéresse à des espèces qu'on trouve ici. Donc, les conditions qu'on a à la station correspondent aux conditions que nos espèces recherchent. L'onde de fontaine anadrome sur laquelle on travaille, c'est la souche Laval, elle vient de la région de Forestville. Donc, on est juste en face de l'autre côté du fleuve. On a quand même aussi beaucoup de communication ailleurs au Canada, avec les États-Unis, l'Amérique du Sud. On a même des collaborations jusqu'en Asie. Ça fait qu'on est vraiment très ouvert sur le monde. Les plus fortes collaborations se trouvent évidemment avec la France. On a monté ce qu'on appelle un laboratoire international associé entre l'Université de Bretagne occidentale et l'UQAR. Et on a vraiment des ponts de communication directs avec les gens de Brest et les gens de Rimouski. Donc vraiment, cette collaboration, elle est essentielle. Et je crois que la recherche actuellement se passe vraiment à une échelle internationale. Et on ne peut pas tout faire, on n'a pas toutes les compétences maintenant pour estimer des problèmes qui sont aussi complexes. Nous avons un réservoir d'eau qui contient 1 million de litres d'eau. Ce bassin-là va nous permettre, si au cas on aurait un problème avec notre station de pompage, donc c'est un peu comme une sécurité pour nous. C'est entreposé dans une bâtisse, dans la cour arrière, et cette eau-là va nous permettre de faire rouler nos installations. Donc, les changements climatiques, c'est un des enjeux les plus importants de notre planète. La plupart de mes chercheurs, la plupart des étudiants veulent travailler, trouver des solutions. Et c'est sûr que c'est un des enjeux sur lesquels on travaille le plus, aussi bien à la station qu'à l'ISMER de façon générale. La station nous donne les moyens de le faire. Donc, avec l'eau qu'on a réussi à pomper dans le Saint-Laurent, on est capable de faire des expériences en bassin sur différentes espèces. Donc, on est capable de travailler sur des enjeux comme l'acidification des océans. On travaille sur l'hypoxie, l'impact des changements climatiques sur différentes espèces, des espèces commerciales. Donc, vraiment, on est bien positionné pour répondre et trouver des solutions à certains de ces enjeux-là. On est vraiment dans une zone de transition importante parce qu'on a parlé longtemps des changements climatiques, puis on essayait de gérer
Comment on va réussir à vivre ces changements climatiques? Là, on est en plein dedans. Là, on la voit, la transition est présente. On vise à aider directement les gestionnaires pour les ressources. On travaille aussi directement avec les pêcheurs, les aquaculteurs, pour essayer de les aider à développer de l'innovation pour faire une exploitation qui est plus durable de leurs ressources. L'avenir est hyper prometteur. Donc, au moment où on se parle, on a une demande de subvention pour l'agrandir, créer des nouveaux espaces très modulaires. La station est de plus en plus utilisée par les professeurs de l'ISMER, mais aussi par les profs des autres départements. On travaille aussi avec des compagnies. Donc, on a une start-up en biotech marine qui est à l'intérieur, qui fait des essais. Donc, je vois que du potentiel. Puis avec les changements climatiques, avec les gros programmes de recherche sur lesquels on travaille, on a besoin d'une station aquicole comme on a ici à l'ISMER, puis on a la chance d'avoir ça dans la région, ici à Rimouski. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point ces écosystèmes-là changent et changent rapidement. Donc, on a besoin de mieux connaître les espèces qui sont là, savoir effectivement, pour moi, c'est si on veut faire si on veut avoir au moins une idée de ce qui va arriver, il faut qu'on les étudie, là, on n'a pas le choix. L'avenir est très prometteur pour la station aquicole. Comme je vous le disais, c'est une des seules stations aquicoles qui est vraiment en milieu estuarien. Les milieux estuariens, c'est des milieux qui sont très sensibles au changement climatique, qui subissent vraiment une pression anthropique qui est très, très importante, plus importante qu'on va retrouver en milieu océanique. Parce que là, on a vraiment l'influence de toute la rivière et de toute l'anthropisation de la rivière, ce qui amène aussi à l'hypoxie qu'on observe dans le Saint-Laurent. Et travailler en milieu océanique, c'est vraiment très important pour ça, mais c'est un milieu aussi qui est très diversité. La biodiversité est très, très importante dans un milieu estuarien qu'ailleurs. Ça fait que c'est vraiment un lieu vraiment très propice au développement de la recherche, ces milieux estuariens-là. Et comme on est directement sur un des plus grands estuaires dans le monde, c'est sûr que la station a un travail important à jouer au point d'acquisition de connaissances.